Études statistiques, partie 4. Dans cette quatrième partie, nous verrons comment répartir les indécis et nous verrons comment analyser les résultats d'un sondage. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 4. Répartition des indécis et analyse des résultats d'un sondage. Pour discuter de la répartition des indécis, utilisons cet exemple. On demande à 2000 étudiants des cégeps de la province de Québec s'ils sont pour ou contre la proposition du gouvernement en ce qui a trait à la nouvelle méthode de calcul des prêts et bourses. Voici les résultats. Pour 660, contre 1020 et indécis 320. La marge d'erreur associée au résultat est de plus ou moins 2%. Si on présente les résultats sous forme de pourcentage, eh bien, nous aurions ceci. 660 sur 2000 personnes au total, 1020 sur 2000 et 320 sur 2000. On divise le numérateur par le dénominateur et on transforme le tout en pourcentage, ce qui nous donnerait les résultats suivants. 33% pour, 51% contre et 16% indécis. Alors, dans les sondages d'opinion, on retrouve presque toujours une partie des individus qui n'ont pas pris de décision encore face à la question posée. On les classe dans la catégorie des indécis. Que faire avec les résultats des indécis? Comment les présente-t-on? Eh bien, on a deux choix possibles. Soit ne pas en tenir compte, c'est-à-dire faire comme si on n'avait pas contacté ces gens du tout, et recalculer les pourcentages en soustrayant de la taille de l'échantillon le nombre d'indécis. Alors, au lieu de prendre un total de 2000, eh bien, on va soustraire le 320 et ce sera notre nouvelle taille d'échantillon. Alors, on peut ne pas tenir compte du tout des indécis, vu qu'ils n'ont pas pris aucune position en ce qui a trait à la question posée. Ou bien, ce que l'on pourrait faire également, c'est de les répartir de façon proportionnelle dans les autres catégories. Alors, si on les répartit de façon proportionnelle, c'est comme si on supposait que les 320 indécis se prononceraient le jour du vote en suivant les mêmes rapports, donc les mêmes pourcentages pour ou contre, que les individus qui forment le reste de l'échantillon. Examinons les deux options. Si nous ne tenons pas compte des indécis, comme j'ai mentionné, nous allons soustraire le 320 du 2000. Alors, si on ne tient pas compte des indécis, le nouvel échantillon aurait 2000 moins 320 individus, ce qui donne 1680 individus dans le nouvel échantillon. Et parmi ces 1680 individus, le nombre d'individus qui sont pour est toujours de 660. Et le nombre d'individus qui sont contre est toujours de 1020. Sauf que lorsqu'on transforme ceci sous forme de pourcentage, eh bien, on calculerait 660 individus sur un total de 1680. Et pour les personnes qui sont contre, on calculerait ici 1020 sur 1680. D'accord? Donc, on ne tient pas compte des indécis du tout. C'est comme si on faisait semblant qu'on avait contacté 1680 personnes et que parmi ces 1680 personnes, toutes auraient répondu, soit pour, soit contre. Alors, en pourcentage, ceci nous donne 39% et ceci nous donne 61%. Vous voyez, donc le total ici fait bien 100. Comme nous avions auparavant, ici, nous avions un total de 100%. Vous voyez, pour, contre, si on additionne ceci, ça fait 100%. Alors, c'est la première possibilité. Donc, nous allons voir tout de suite la deuxième possibilité et nous allons comparer les deux par la suite. Alors, deuxième possibilité, c'était de répartir les 320 indécis parmi les deux catégories, mais de façon proportionnelle. Alors, comme nous venons de calculer, si on ne tenait pas compte des indécis, il y aurait 39% de l'échantillon qui serait pour et 61% de l'échantillon qui serait contre. Alors, il y a 320 indécis,
Si on veut les répartir, eh bien, c'est comme si on supposait que 39% de ces indécis vont finir par se classer dans la catégorie pour et que 61% de ces indécis vont, comme le reste de l'échantillon, se prononcer comme étant contre. Alors, si on calcule 39% des indécis et qu'on les classe dans la catégorie pour, ceci nous donnerait le calcul suivant. 39% en décimale, c'est 0,39 de 320. 39% de 320 donne 125. Alors, ceci donnerait au total, dans notre échantillon, 660 individus ici qui étaient déjà pour, plus un 125 qui provient des 320 indécis, qui serait également pour. D'accord? C'est une supposition, parce qu'on ne saura jamais ce que ces fameux indécis vont décider le jour où ils auront à voter. Alors, 660 plus 125 nous donne 785 personnes dans la catégorie pour. Voilà. Maintenant, si on calcule 61%, donc le reste des 320, et qu'on les classe dans la catégorie contre, ceci nous donnerait quoi? 61%, 0,61, de 320, ce qui donne ici 195. Alors, si on additionne 125 plus 195, ceci nous donne bien 320. Ça couvre la totalité des 320 personnes. Alors, ceci donnerait quoi? Ceci donnerait au total, nous avions 1020 personnes contre, donc 1020, plus un 195 qui provient des 320 indécis, ça nous donnerait 1215 personnes contre. Voilà. Alors, je répète, nous avions au départ calculé le pourcentage ici de chacune des catégories sans tenir compte des indécis, ce qui nous donnait 39% pour et 61% contre, et nous avons calculé ces pourcentages des 320 indécis afin de les répartir dans les catégories pour et contre. Alors, le nouveau décompte serait le suivant. Pour 785 contre 1215 pour un total de 2000. Vous voyez, donc on a réparti les indécis dans les catégories pour et contre, alors on a toujours un total de 2000. Et si on calculait les pourcentages, ça nous donnerait maintenant 785 sur 2000 pour, qui donne 39%, et 1215 contre, ce qui nous donne 61%. On a réparti les indécis dans les catégories pour et contre, et on a obtenu ce pourcentage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 39% et 61%, eh bien, c'est exactement la même chose que ce que nous avions plus haut, c'est-à-dire lorsque nous n'avions pas tenu compte des indécis. Ce que nous avions fait à la page précédente ici, lorsqu'on n'avait pas tenu compte des indécis, on avait eu 39% pour et 61% contre. Alors, ce que nous venons de faire ici, c'est qu'en répartissant ces indécis, eh bien, on obtient exactement les mêmes pourcentages, 39% et 61%. Alors, les répartir de façon proportionnelle, comme nous avons fait, revient finalement à ne pas en tenir compte. Ça ne change rien du tout au pourcentage de les répartir de façon proportionnelle. Puisque les répartir revient exactement à ne pas en tenir compte, eh bien, nous n'allons pas faire tout ce grand calcul. Nous utiliserons, dans ce cas, le calcul suivant qui était beaucoup plus simple, qui était tout simplement de ne pas en tenir compte. Donc, de soustraire
à la totalité de l'échantillon le nombre d'indécis et de calculer tout simplement les nouveaux pourcentages sur ce nouveau total ici de l'échantillon. Alors, conclusion à retenir, les répartir de façon proportionnelle revient à ne pas en tenir compte. Voilà. Comparons maintenant les pourcentages des tableaux. Alors, nous avions toujours une marge d'erreur de plus ou moins 2%. Si on tient compte des indécis, c'est-à-dire si l'on conserve le décompte initial en affichant les indécis, donc si on présente les résultats tels que nous les avons obtenus, sans rien modifier, et si on applique la marge d'erreur qui est plus ou moins 2%, on obtient ici 31% à 35%, 49% à 53% et 14% à 18%. Alors que si on ne tient pas compte des indécis, ou si on les répartit, ce qui revient exactement au même comme nous avons vu, eh bien, le nouveau pourcentage devient 39%, c'est-à-dire 37 à 41 qui sont pour et 61%, donc 59 à 63% qui sont contre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici sur les pourcentages de pour et de contre? On remarque que lorsqu'on ne tient pas compte des indécis, ceci a pour effet d'augmenter le pourcentage des autres catégories. Vous voyez ici qu'il n'y avait que 33% de gens pour, tandis que lorsque vous ne tenez pas compte des indécis, la catégorie pour augmente à 39%. Alors, même chose pour contre, vous voyez ici 51, mais si on ne tient pas compte des indécis, ça passe à 61. Ceci est tout à fait normal parce que lorsqu'on tenait compte des indécis, on divisait par 2000 pour calculer le pourcentage, alors que lorsqu'on ne tenait pas compte des indécis, eh bien, on divisait par 1680. Lorsque vous divisez par un nombre qui est plus petit, bien nécessairement, ça augmente la valeur. Alors, il faut tenir compte de ceci lorsqu'on présente les résultats. Si on choisit de ne pas tenir compte des indécis, il faut avoir en tête que les pourcentages sont quelque peu augmentés. Il faut faire doublement attention parce que ceci peut biaiser les résultats si le nombre d'indécis est trop élevé. Car s'il y a une grande proportion d'indécis, eh bien, il serait imprudent de penser que ces indécis partagent la même opinion que les individus formant le reste de l'échantillon. Alors, lorsqu'il y a trop d'indécis, le sondage devient erroné en quelque sorte. Maintenant, également, remarquez que l'écart entre les résultats, lorsque vous ne tenez pas compte des indécis, est supérieur à l'écart entre les résultats lorsque l'on tient compte des indécis. Alors, vous voyez ici, 61 moins 39 donne 22% d'écart ici entre le pourcentage de gens qui sont pour et de gens qui sont contre. Alors qu'ici, 51 moins 33 vous donne 18. Alors qu'ici, il n'y a un écart que de 18% entre le pourcentage de gens qui sont pour et le pourcentage de gens qui sont contre. Alors voilà ce que ça implique de ne pas tenir compte des indécis. Ça augmente l'écart entre les résultats. Alors il faut avoir conscience de ceci lorsque l'on ne tient pas compte des indécis. Alors, conclusion, lorsqu'on ne tient pas compte des indécis, les pourcentages sont quelque peu augmentés, l'écart entre les résultats est augmenté et trop d'indécis peut venir biaiser les résultats globaux du sondage. Voilà. Alors voici un petit exercice qui vous permettra de calculer les pourcentages lorsqu'on tient compte des indécis et lorsqu'on n'en tient pas compte. Exercice 1. La société de transport d'une grande ville demande aux usagers s'ils sont pour ou contre l'adoption des nouveaux circuits d'autobus. La population visée est de 700 000 usagers et l'échantillon formé est de 1065 usagers avec une marge d'erreur maximale de plus ou moins 3%. Voici les résultats. Pour 756, contre 192 et indécis 117. La question est la suivante. Créer un tableau des résultats montrant les intervalles de pourcentage
Premièrement, si on tient compte des indécis et deuxièmement, si on ne tient pas compte des indécis. Je vous laisse créer les deux tableaux. Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Alors, si on tient compte des indécis, eh bien, tout simplement, on calcule le pourcentage associé à chacune des catégories, comme il se doit, sur la taille réelle de l'échantillon. Ce qui vous donne ici 71%, 18% et 11%. Plus ou moins 3 vous donne les intervalles suivants. 68 à 74, 15 à 21 et 8 à 14%. Alors que si on ne tient pas compte des indécis, on soustrait du total le nombre d'indécis, ce qui nous donne 948, et on calcule nos deux fractions sur 948, ce qui nous donne ici 80 et 20, et avec la marge d'erreur, 77 à 83, 17 à 23. Voilà. Alors, voici la réponse. Si on tient compte des indécis, vous avez les pourcentages, et si on ne tient pas compte des indécis, on a ici les pourcentages. Voilà. Exercice 2. On interroge les habitants d'une province canadienne pour savoir s'ils sont en accord ou non avec l'interdiction de fumer dans les bars et les restaurants. On interroge 400 habitants et on estime la marge d'erreur maximale à 5%. Voici les résultats. Et encore une fois, vous allez créer un tableau des résultats montrant les intervalles de pourcentage 1 si on tient compte des indécis et 2 si on ne tient pas compte des indécis. Voilà, je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Alors, si on tient compte des indécis, on calcule les fractions sur 400 individus, ce qui vous donne les intervalles suivants, de 57% à 67%, de 25% à 35% et de 3% à 13%. Et si on ne tient pas compte des indécis, alors on a comme intervalle 67% plus ou moins 5 et 33% plus ou moins 5, ce qui donne 62% à 72% pour en accord et 28% à 38% pour en désaccord. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient de la difficulté à calculer les pourcentages, n'oubliez pas ici que vous faites, par exemple, 120 divisé par 368, ce qui vous donne 0,32608 et ainsi de suite. Donc, ceci est la forme décimale. Et ensuite, vous multipliez par 100% pour l'avoir sous forme de pourcentage, ce qui vous donne ici 32,6 et ainsi de suite. Et on arrondit à l'entier près. Donc, on arrondit ceci à 33%. Voilà. Pour notre résumé, eh bien, à propos des indécis dans les sondages, nous avons vu que répartir les indécis de façon proportionnelle revient à ne pas en tenir compte finalement. Donc, nous avons deux possibilités pour présenter un tableau de résultats. Premièrement, soit tenir compte des indécis, les afficher avec la marge d'erreur, ou soit ne pas tenir compte des indécis, c'est-à-dire soustraire ici le nombre d'indécis de la taille de l'échantillon initial et de calculer les pourcentages incluant la marge d'erreur. Voilà. Et nous avons vu que lorsqu'on ne tient pas compte des indécis, ceci augmente les pourcentages et aussi augmente l'écart entre les résultats. Des différentes catégories. Donc, il faut faire attention, car si le nombre d'indécis est trop élevé, eh bien, ceci risque de biaiser les résultats. On peut s'ajouter la petite note suivante. Un nombre d'indécis élevé engendre une source de biais. Voilà, ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.